Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé une belle semaine. Alors, en ce dimanche, on va faire un petit peu le point sur le marché des crypto-monnaies. On va également parler un petit peu du parallèle qu'il y a aujourd'hui, de la corrélation entre le marché financier et le marché principalement du Bitcoin. Il y a une corrélation qui est extrêmement forte aujourd'hui. Et on va également parler un petit peu du marché de l'or. Donc on fait un petit peu le point sur les différents marchés. Il se passe pas forcément grand chose depuis plusieurs semaines maintenant. C'est vrai que c'était clairement l'euphorie en fait durant plusieurs mois. Et là maintenant c'est un petit peu le calme plat. Il n'y a plus vraiment grand chose à faire. Niveau trading, en tout cas pour moi qui fait plus du swing, il n'y a plus grand chose à faire. Donc c'est un petit peu le chômage technique en ce moment. Donc pas forcément grand chose à partager. Mais on va quand même faire un petit peu le point sur tout ça. Alors, déjà on commence par le Bitcoin. On prend du recul, on est en mensuel. Qu'est-ce qu'on remarque? On remarque que déjà on a cassé en fait cette fameuse droite de tendance plutôt de long terme qui avait commencé en fait sur le top du Bitcoin en début d'année 2018, fin d'année 2017, qu'on avait en fait retesté une première fois en début d'année 2019 quand le Bitcoin était passé en fait de 3200 à près de 14 000 $. On avait ensuite de nouveau un petit peu corrigé. On avait eu en fait le crack en mars 2020, on le voit avec la mèche sur la bougie en fait de mars qui va extrêmement bas. Mais au final, ça a été vite corrigé. Et là, actuellement, on est en train de compresser. On voit qu'il y a beaucoup moins de volatilité, ce qui est un signe extrêmement positif pour ceux qui veulent jouer le Bitcoin sur le long terme, parce que une contraction du prix comme ça, en général, ça présage un mouvement extrêmement important. Je vous rappelle que les marchés, ça évolue systématiquement par phase de compression et d'extension. Donc à chaque fois, on a toujours des phases de compression et des phases d'extension, et plus la phase de compression va durer longtemps, plus on pourra espérer une phase d'extension qui va être violente et qui va être également longue sur la durée. Donc là, on le voit avec les bandes de Bollinger, ça contracte énormément en mensuel. Je pense même qu'elles n'ont jamais autant été contractées qu'aujourd'hui en mensuel. Donc c'est vraiment excellent. On est sur le haut des bandes aujourd'hui. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si on a une baisse, c'est encore mieux pour le Bitcoin parce qu'il va pouvoir se contracter encore plus si on va rechercher en fait le milieu des bandes de Bollinger. Donc là on est à peu près, donc le milieu à vue d'œil, là j'ai du mal à voir, mais on est à peu près à 8 000, 9 000 $. Si le Bitcoin va rechercher en fait cette zone-là, ce serait en aucun cas un signal négatif. Au contraire, j'ai envie de dire, ce serait même plutôt bénéfique pour le Bitcoin de pouvoir corriger un petit peu pour après pouvoir repartir à la hausse. Ça va de soi qu'une cassure de ces bandes par le haut ou par le bas serait un signal extrêmement fort qu'il faudrait prendre, donc soit à l'achat, soit à la vente pour ceux qui prennent des positions vendeuses. Donc par rapport au Bitcoin en mensuel, honnêtement pour moi c'est excellent. Je pense que le dénouement approche. Bien sûr c'est lent, bien sûr ça prend plusieurs années. Il faut être patient. Il faut aussi comprendre que l'investissement long terme, surtout en fait dans les cryptos, c'est avant tout un jeu de patience. C'est-à-dire que ceux qui ne sont pas capables d'attendre 1 an, 2 ans, 3 ans et qui pensent que en un claquement de doigts, ils vont pouvoir acheter et que le prix va s'envoler, en fait ça n'existe pas. La réalité en fait des choses, c'est que les plus patients, les plus tenaces, j'ai envie de dire, et les plus expérimentés, parce que pour tenir aussi longtemps, en général, il faut être quand même assez expérimenté, eux vont réussir à en tirer de très beaux profits au détriment, j'ai envie de dire, mais c'est pas grave pour eux, j'ai envie de dire, parce que on rabâche toujours les mêmes choses, j'ai envie de dire. Donc au détriment en fait de tous ceux qui vont pas attendre et qui vont perdre patience, qui vont vendre très souvent au mauvais moment. Donc voilà un petit peu pour le Bitcoin en mensuel. Si on zoome un petit peu plus et qu'on se met en weekly, donc j'avais justement en fait partagé dans mes différentes lettres d'investissement, même la dernière, justement si vous n'êtes pas encore inscrit, n'hésitez pas à vous inscrire. La prochaine partira donc la semaine prochaine. Donc inscrivez-vous pour les recevoir. Le lien il est juste en bas dans la description. J'avais quand même partagé à de nombreuses reprises mon avis en fait, qui ne reste que mon avis, que le Bitcoin ne casserait pas en fait la zone des 12 000 $ et commencerait une vague de baisse à partir de ce niveau-là.
C'est des choses qu'on a commencé justement à faire. On a eu la première impulsion baissière. Là, on est en train de rebondir parce qu'il y a beaucoup de zones de support. Donc, on est en train de rebondir. Maintenant, le scénario, j'ai envie de dire, il est toujours le même. En fait, il est toujours assez simple, en fait. C'est soit le support actuel, donc le rebond actuel, est suffisamment puissant et nous permet en fait de tout de suite repartir. Donc, pour ça, c'est simple. Il faut directement que le Bitcoin aille chercher la zone des 12 500, 12 600 $. S'il va chercher en fait cette zone, mais le rebond a été fait et boum, on repart. Et en plus, on casse une zone qui est décisive pour le Bitcoin. C'est-à-dire que là, pour moi en tout cas, on est sur le dernier plus gros rempart du Bitcoin. En général, l'ATH, donc les 19 000 $, c'est pas souvent vraiment ce qui oppose le plus de résistance au prix. On l'a vu justement quand le Bitcoin a cassé en fait les 1 000 $ environ qui correspondaient au précédent ATH, il y a eu une petite correction, puis boum, c'est vite reparti. Sur l'or, on l'a vu également, on a pu casser en fait l'ATH très facilement. Donc en général, l'ATH c'est plus psychologique. Certes, c'est une zone de résistance, mais c'est pas la plus importante. Donc pour moi, si on casse la zone qui est la plus importante aujourd'hui, la zone des 12 000, 12 500 $, et ben là pour le coup, on va quand même avoir un signal qui est extrêmement fort. Maintenant, on peut bien évidemment avoir une baisse, et même je pense que ce serait plutôt bénéfique quand on ait une baisse, et j'ai plus un biais qui est baissier aujourd'hui sur le court terme, et je serais vraiment pas étonné, même ça m'arrangerait pour être honnête, que le Bitcoin aille rechercher la zone des 8 500 $. C'est la première box verte que vous voyez, et en dernier recours pour conserver la tendance haussière, la zone des 6 700. Honnêtement, j'y crois pas trop. Bien sûr, comme toujours, on n'est jamais sûr de rien. Le seul scénario pour moi qui ferait que le Bitcoin aille chercher aussi bas, ce serait en fait qu'on ait une baisse également extrêmement forte sur les marchés financiers. Ça, on va en parler. Justement, il y a une corrélation qui est extrêmement forte. Donc si il y a de nouveau des paniques au niveau des marchés, parce qu'on est en train de reconfiner, parce que il y a les élections américaines, parce que il y a le Brexit également en fin d'année. Enfin, autant vous le dire, la fin de l'année, ça va être vraiment folklorique, très volatile sur les marchés financiers, notamment novembre-décembre, entre les élections américaines, entre Trump et tout ce que les médias et toute la propagande médiatique en fait peuvent dire sur Trump, le Brexit, de même avec toute la propagande médiatique qu'on entend en fait sur le Brexit, plus le Covid avec des pays qui commencent un petit peu à redurcir les règles, on pourrait avoir un cocktail explosif qui ferait que on pourrait avoir de nouveau une baisse. Alors je pense vraiment pas qu'on aura une baisse aussi importante que ce qu'on a pu avoir en mars 2020. Pourquoi ? Parce que l'effet de surprise n'est pas vraiment là. Là, tout le monde s'y attend. Tout le monde sait que il y a les élections en début novembre 2020. Tout le monde sait qu'il y aura le Brexit en fin d'année. Tout le monde sait qu'il y a le Covid et que les États vont pouvoir durcir un petit peu les règles. Donc il n'y a pas vraiment l'effet de surprise comme on a pu l'avoir en mars 2020. Mais ça n'empêche que on peut quand même avoir une baisse, et une baisse assez importante, sachant que je le rappelle quand même que on n'a pas eu de baisse en fait depuis le crack qu'on a eu en mars 2020. Donc ce serait bien également qu'on ait une petite baisse. Donc aujourd'hui, je pense que ces niveaux-là peuvent être atteints. Mais comme toujours, le Bitcoin a toujours la fâcheuse tendance à vouloir surprendre tout le monde. Je remarque quand même que la plupart des gens sont plutôt baissiers sur le court terme. Je vois beaucoup en fait d'analyses. Je regarde vraiment de très très loin parce qu'en général je perds pas du tout mon temps à regarder en fait ce que disent les autres. Mais j'ai regardé un petit peu pour faire cette vidéo, pour voir un petit peu la tendance générale des différents analystes qu'on peut retrouver en fait sur YouTube. Bon, on va dire que le consensus est plutôt toujours le même, c'est-à-dire une baisse. Voilà. Donc je me dis que le Bitcoin en fait pourrait très bien faire l'inverse et repartir tout de suite à la hausse par rapport au niveau actuel. Voilà. Donc moi en tout cas, peu importe ce qui se passe, que le Bitcoin nous casse tout de suite les 12 500, qu'il aille rechercher la zone des 8000, 8005, voire des 6700, peu importe, je sais exactement ce que je dois faire et je vais m'adapter en conséquence. Si on zoome un tout petit peu plus rapidement, j'ai pas souvent l'habitude de le faire, mais si on se met un petit peu en daily, on est quand même sur une zone qui a l'air de bien faire son travail de support actuellement. Donc il y a vraiment la zone de support un petit peu psychologique en fait actuelle des 10 000 $. On a en plus la moyenne mobile 125 qui je trouve est extrêmement pertinente en daily. On le voit à chaque fois que le prix la touche, c'est soit une résistance, soit un support. Donc elle est très pertinente, beaucoup plus que la moyenne mobile 50 pour le coup, voire même la moyenne mobile 200, ce qui est assez ironique parce que normalement la moyenne mobile 200
devrait être quand même un petit peu plus pertinente. Là pour le coup en daily c'est pas forcément le cas. Donc on est sur une zone de support. Donc c'est pour ça que on peut très bien rebondir sur les niveaux actuels. On voit quand même clairement que on a cassé en fait le range que le Bitcoin avait fait en fait sur la zone des 11-12 000 $. On l'a quand même fortement cassé par le bas. On est venu en fait le retest comme à chaque fois. On a bien rebaissé mais on s'est rapidement fait stopper. On n'a pas fait un nouveau plus bas pour le coup. On n'a pas été capable d'aller en dessous des 10 000 $. Donc, si là on redonne une impulsion et qu'on réintègre le range, ce serait plutôt haussier. Voilà. Donc, à surveiller par rapport au Bitcoin. Mais en tout cas, là pour le coup, c'est plutôt clair quant au scénario qu'on pourra avoir sur le Bitcoin. Maintenant, si on regarde la corrélation qu'il y a aujourd'hui entre le Bitcoin et le S&P 500, donc pour le marché américain. Bon, on voit que depuis toujours, ça oscille. Clairement, ça oscille. Il y a des moments où la corrélation est beaucoup plus forte, mais ça rebaisse. Clairement, on va dire que la moyenne aujourd'hui, elle est plus aux alentours des zéros. Sauf que, depuis le début de l'année, la corrélation, elle a explosé, notamment depuis le crack, en mars 2020, et elle n'a pas baissé. Et là, on le voit, on est vraiment toujours sur des très hauts niveaux, en fait, de corrélation. Et historiquement, le Bitcoin n'a jamais autant été corrélé aussi longtemps au marché financier. Voilà. On avait également jamais connu une crise, il faut le dire, avec le Bitcoin. Donc là, on le voit, la corrélation est plus forte. En temps de crise, elle est plus forte. Je pense qu'il y a également le facteur des produits qui sont aujourd'hui disponibles pour spéculer en fait sur le Bitcoin, comme avec le CME, comme avec les contrats futurs, qui se développent de plus en plus, comme avec les fonds, comme Grayscale, qui font que pour les professionnels de marché, c'est beaucoup plus facile aujourd'hui de spéculer, de pouvoir investir ou spéculer sur le Bitcoin. Donc bien évidemment, ça augmente la corrélation avec les marchés financiers. Donc c'est pour ça que c'est important aujourd'hui de regarder le S&P, pas forcément tous les jours, mais en tout cas de regarder un petit peu les tendances de fond, et également les événements qui pourraient impacter sur le court moyen terme les marchés financiers. Comme j'ai pu vous le dire, on a les élections américaines qui vont faire à mon avis beaucoup de bruit. On va avoir le Brexit, notamment plus pour l'Europe, mais ça va quand même impacter au final, je pense, les marchés américains. Le Covid également, notamment avec des reconfinements qu'il y a actuellement, des pseudo-reconfinements qui cachent leur nom, qu'on a en Europe. Il y a Madrid, il y a le Royaume-Uni qui commence également à durcir un petit peu les règles. La France, ça je pense que vous le savez. Donc tout ça fait que, honnêtement, il y a quand même un climat anxiogène, alimenté, comme toujours en fait, par nos amis, les médias en fait, qui adorent ça. Ils adorent vraiment rendre les gens complètement parano, fous, hystériques, parce que ça fait du clic, ça fait des vues, donc ça augmente leurs revenus. C'est ça en fait le job en fait d'un média, c'est faire du clic, faire des articles qui n'intéressent personne, mais qui sont pourtant de bonne qualité. C'est pas ça en fait qui intéresse aujourd'hui les grands médias, c'est faire du clic. Ils ont bien participé à ça durant toute l'année de 2020, à créer un environnement extrêmement anxiogène par rapport au Covid, et ils continuent encore à le faire aujourd'hui, alors qu'il y a quand même d'autres voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut arrêter un petit peu cette paranoïa. Et je suis plutôt d'accord avec ça. Alors, si on regarde maintenant rapidement les marchés financiers, bon, juste le S&P 500, on a eu le rebond, d'accord? Alors je sais que c'est pas une reprise en V d'un point de vue économique, mais en tout cas, sur les graphiques, c'est un magnifique V qu'on a eu. On a dépassé en fait le précédent point le plus haut sur le S&P 500 au niveau des 3400 points. On a recorrigé depuis quelques semaines, on est en train de recorriger en fait sur les marchés. Honnêtement, il y a rien de très alarmant aujourd'hui par rapport à cette baisse. C'est logique, je rappelle quand même qu'on a quasiment été chercher en fait les 2000 points et on est remonté à plus de 3400 en faisant un nouveau plus haut, qu'on ait en fait une baisse, c'est complètement logique. Alors pourquoi est-ce que ça baisse? Pour plein de raisons. Il y a les valeurs de la tech qui ont également énormément augmenté et qui sont énormément pondérées en fait dans les indices aujourd'hui. Donc forcément, dès qu'elles baissent, ça impacte les indices. Il y a le fait en fait que l'économie n'a pas forcément redémarré aussi fort que ce qu'on peut voir en fait sur les graphiques. Il y a aussi pas mal d'incertitudes par rapport justement à ce qui va arriver en fait dans les mois à venir. Donc il y a plein de choses, il y a de la manipulation au niveau du marché également. On l'a su notamment sur les valeurs en fait de la tech où il y a eu pas mal de gros fonds qui ont spéculé à mort en fait, notamment en passant par les options, mais je vais pas forcément rentrer en fait dans le détail. J'en ai parlé un petit peu plus dans ma lettre d'investissement. Donc il y a plein de choses qui fait que ça a fortement augmenté. La baisse qu'on a aujourd'hui est complètement logique. Je pense que
tant qu'on tient le niveau des 3000, honnêtement, je me fais pas trop de soucis. Donc on pourrait très bien encore aller chercher le niveau des 3000, 3100. Honnêtement, ce serait vraiment sain. Ça permettrait quand même au prix en fait de se calmer un petit peu, de compresser également la volatilité pour pouvoir après, pourquoi pas, repartir une fois toutes les incertitudes liées à la présidentielle, au Brexit, au Covid effacées. Bon, on n'y est pas encore, hein, je vous l'avoue, on n'y est pas encore. Il y a encore un petit peu de temps à attendre. Donc c'est pour ça qu'il y aura de la volatilité et ça pourra bien évidemment impacter le Bitcoin. Et s'il y a de la volatilité, honnêtement, je pense pas que ce soit vers le haut. À mon avis, hein, après j'en sais rien, mais on verra, ce sera plus vers le bas. Mais quoi qu'il arrive, il y aura de la volatilité. Allez, on termine avec l'or. Bon, mais l'or, hein, ça fait un bail que je vous en parle maintenant. Depuis juillet, je crois, août 2019, je vous en parle. Donc l'or, il a eu une magnifique tendance haussière depuis maintenant plus d'une année. Il y a eu le crack en mars, mais honnêtement, ça a à peine baissé, boum, c'est remonté. Ce qui est plutôt cohérent en fait par rapport au fait que l'or soit un actif plutôt refuge. Actuellement, il est en train quand même de pas mal baisser, c'est normal. Je pense qu'on est vraiment parti sur une très forte accélération. Alors, honnêtement, tous ceux qui ont acheté l'or en mode FOMO parce que l'or a cassé en fait son précédent point le plus haut, ben, comme toujours, ils l'ont acheté au pire moment. L'or, c'est pas quand il casse en fait les $2000 qu'il faut l'acheter. Il fallait en fait l'acheter quand il était à 1400, 1500 $, quand personne n'en parlait, quand le Covid n'était pas encore là, mais quand on avait les signaux, c'était là en fait qu'il fallait en acheter. Là maintenant c'est beaucoup trop tard, en tout cas d'en acheter beaucoup. Il va corriger, il va consolider, c'est normal. On a eu vraiment une hausse à mon avis beaucoup trop forte sur l'or, mais la tendance pour l'instant reste largement à la hausse. Maintenant je rappelle que c'est un actif quand même qui pour le coup est beaucoup moins volatile que le Bitcoin. Donc quand l'or prend 40%, c'est beaucoup. D'accord? C'est vraiment beaucoup. Donc il peut en reperdre 5, 10, 15 sans aucun problème, sans pour autant impacter la tendance de fond. Tant que l'or en fait ne redescend pas en dessous des 1650 $ pour l'once, je me fais pas trop de soucis. Par contre, si l'or recasse en dessous et va chercher les 1500 $, là pour le coup ça va commencer à faire un petit peu mal pour l'or et on aura plutôt des signaux assez négatifs, mais on n'y est pas encore, franchement on en est encore super loin. Donc pour l'instant l'or reste vraiment haussier, on pourrait encore retracer, il y a encore vraiment une marge de retracement avant qu'on impacte une quelconque tendance haussière qui a été démarrée en fait depuis maintenant plus d'une année. Donc voilà un petit peu pour tous les marchés. Enfin rapidement, hein, je vais pas forcément rentrer non plus trop dans le détail, mais comme j'ai pu vous le dire, il n'y a pas non plus forcément énormément de choses à voir. Au niveau du marché en fait des cryptos, ça s'est quand même plutôt bien calmé. Les altcoins également, elles ont bien retracé. Donc si jamais en fait le Bitcoin continue encore sa vague de baisse, là au niveau des alts et notamment au niveau des alts de la DeFi, celles qui ont vraiment explosé, attention, ça risque de faire mal. C'est aussi pour ça qu'il faut pas être cupide, qu'il faut prendre des profits et qu'il faut pas juste hold en pensant que le truc va s'envoler et vous rendre millionnaire. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai fait et pour l'instant, ça m'a plutôt bien réussi parce que j'ai pu prendre des profits sur des niveaux assez élevés. Là, ça a plutôt bien retracé. Je vais pouvoir me repositionner quand le Bitcoin nous aura donné un petit peu le signal, soit de baisse ou soit de hausse, parce que pour moi, le Bitcoin drive le marché. Là, actuellement, s'il continue à baisser, les alts vont baisser. Il n'y a pas, à mon avis, d'autres solutions. Par contre, si le Bitcoin se met à remonter maintenant et à casser la zone que j'ai pu vous le donner en fait des 12 500, là pour le coup, au niveau des alts, ça pourrait être le signal de top départ, de fin de retracement, pour que ça reparte encore plus fort. Voilà, donc j'espère que c'est clair pour tout ça. Je vais bientôt faire une petite FAQ. Donc si vous avez des questions à me poser sur tout et n'importe quoi, j'ai envie de dire, n'hésitez surtout pas. Je vais choisir en fait les questions qui à mon sens sont les plus pertinentes et faire une petite vidéo FAQ. Peut-être la semaine prochaine ou la semaine encore après, on verra également en fonction du marché. Donc n'hésitez pas à me poser toutes vos questions en fait dans les commentaires. Évitez quand même un petit peu les questions du style qu'est-ce que tu penses de ça ou qu'est-ce que tu penses de ça, parce qu'en fait ça se répond en une vidéo entière, hein, d'accord? Et il faut comprendre que en ce moment, j'ai pas du tout le temps de m'intéresser en détail à tous les nouveaux projets. Ça bouge beaucoup trop
j'ai plein de projets en cours, donc il faut choisir. Et moi, j'ai plutôt choisi en fait pour l'instant de on va dire, de m'éloigner un petit peu de tout ce qui se passe. Donc j'arrive quand même à suivre ce qui se passe par rapport à la DeFi, mais honnêtement, il faudrait être là tous les jours à regarder ce qui se passe avec tous les nouveaux projets pour être complètement à la page. Moi aujourd'hui, j'ai plus adopté une attitude purement d'investisseur. Donc c'est vrai que j'ai un petit peu mis de côté, un petit peu en tout cas, le côté fondamental. Donc c'est pour ça que tous les nouveaux projets, je connais vaguement ce qu'il fait, mais honnêtement, dans le détail, je pourrais pas vous dire de toute façon exactement qu'est-ce qu'ils font. Il y a beaucoup trop de projets, et en plus de ça, me demander qu'est-ce que tu penses de ça, c'est juste en fait une question, est-ce que je dois acheter ou pas? Et moi, je suis pas là pour répondre à cette question. Donc chacun est libre de prendre ses décisions. C'est pas moi qui vais vous dire si vous devez acheter tel ou tel projet. Voilà. En tout cas, pas sur YouTube. Je le fais beaucoup plus dans mon groupe privé et dans mes formations, mais pas sur YouTube parce que ça engage beaucoup trop de choses et je n'ai pas envie clairement de m'engager en fait là-dedans. Voilà. Donc j'espère que c'est clair. Donc n'hésitez pas à me poser toutes les questions que vous voulez en fait me poser dans l'espace de commentaires. N'oubliez pas le like et on se retrouve dimanche prochain, même heure, pour la prochaine vidéo. Allez, bon dimanche!